Bonsoir à tous, bienvenue dans Sentez-vous bien, votre magazine qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux maladies cardiovasculaires. Pour tout savoir sur ces pathologies, nous avons avec nous deux spécialistes du Centre hospitalier universitaire de Libreville. Il s'agit du professeur Elsa Ayo Bivigo, chef de service en cardiologie et présidente de la Société gabonaise de cardiologie. Docteur Carole Fadilat Yekini est de la partie également. C'est une spécialiste en pause pacemaker. Mesdames, soyez les bienvenues sur le plateau de Sentez-vous bien. Les maladies cardiovasculaires sont considérées comme l'une des causes de décès au niveau mondial. Elles exposent à de nombreuses complications, aussi bien aiguës que chroniques. Ces leviers de prévention sont multiples. Alors, professeur, comment définir les maladies cardiovasculaires? Déjà, je commencerai par vous dire bienvenue au Centre hospitalier universitaire de Libreville et merci pour le plateau que vous nous offrez, donc de cette belle tribune que vous nous offrez pour parler justement d'un problème épineux, celui des maladies cardiovasculaires. Pour faire simple, maladies cardiovasculaires, c'est maladies du cœur et des vaisseaux. Maladie du cœur, c'est principalement l'insuffisance cardiaque. Maladie des vaisseaux, donc les vaisseaux, ce sont ces tuyaux qui emmènent le sang à l'ensemble des organes. Vous avez les maladies des artères, c'est essentiellement les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle classiquement les AVC ou les artériopathies des membres inférieurs également. Et puis les maladies des veines, nous verrons tout à l'heure les thromboses veineuses. Donc l'ensemble de ces pathologies sont appelées les maladies cardiovasculaires. Autant de pathologies, alors docteur, quels sont les facteurs qui prédisposent à ces maladies cardiovasculaires? Merci madame. Déjà, vous avez bien dit les facteurs qui prédisposent. Nous avons plusieurs facteurs, d'accord? Et je vais essayer de les classer parce que nous avons les facteurs non modifiables et les facteurs modifiables. Les facteurs non modifiables, ce qu'on appelle la prédisposition, l'hérédité par exemple. Il y a un caractère héréditaire et il y a l'âge. On ne change pas son âge, d'accord? Vous avez les facteurs non modifiables, donc qui sont l'âge, l'hérédité, et les facteurs modifiables. Les facteurs modifiables, j'entends par là tout ce qui est sédentarité, obésité, hypercholestérolémie, tabagisme. Nous avons des sujets jeunes qui de plus en plus prennent du tabac, d'accord? Donc, le diabète également est un gros facteur de risque cardiovasculaire. Et l'inactivité physique qui j'entends par là la vie trop sédentaire et des fois même une surconsommation sur le plan alimentaire d'additifs salés. Gabon, on a beaucoup d'additifs salés et c'est aujourd'hui même notre champ de bataille dans plusieurs ménages. Autour des maladies cardiovasculaires se greffent quelques pathologies telles que l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, deux maladies que Daniel Bouka et Chris Rodolphe Lemona nous présentent dans cet élément. Porte d'entrée au service cardiologie. L'hypertension artérielle est une maladie très fréquente et l'un des facteurs de risque des maladies du cœur. L'hypertension artérielle semble anodine. Pourtant, son impact sur le cœur fait d'elle l'une des causes cardiovasculaires. L'hypertension, c'est une pression dans les artères qui est trop élevée dans le sang. Et cette hypertension, c'est une complication. Pourquoi? Parce qu'elle détériore la couche protectrice des artères déjà. Et localement, par exemple, pour chaque organe, on a un niveau de pression toléré. Pour les reins, par exemple, une hypertension peut donner une insuffisance rénale. Au cerveau, ça favorise les AVC parce que ça peut soit faire péter un vaisseau, soit entretenir une plaque d'athérome qui va donner un caillot, qui va donner un AVC. Ça peut donner effectivement un problème cardiaque. Donc l'hypertension artérielle est d'abord le facteur de risque le plus fréquemment rencontré et la maladie la plus fréquemment rencontrée ici en cardio. Mais en hospitalisation, les patients rentrent le plus souvent dans un tableau d'insuffisance cardiaque qui est en fait l'évolution de la plupart des cardiopathies. L'incidence de la pathologie augmente avec l'âge.
un adulte sur 3 est hypertendu. 80% de nos patients en consultation externe sont hypertendus. L'insuffisance cardiaque est l'aboutissement de toutes les cardiopathies. Donc c'est le fait que le cœur n'arrive plus à délivrer un débit sanguin efficace, suffisant pour nourrir en fait le corps et lors de ses besoins. Retenez ces 4 signes qui peut être des signes avant-coureurs en fait, qui vous préviennent qu'il peut y avoir une insuffisance cardiaque. Une fatigabilité à l'effort anormal. Vous vous sentez anormalement fatigué. Vous avez passé une bonne nuit pourtant, mais vous êtes anormalement fatigué. Vous êtes anormalement essoufflé. D'accord ? Pour les distances que vous faisiez habituellement, maintenant, vous n'arrivez plus à les faire sans vous sentir essoufflé. Que ce soit monter un étage ou monter sur une pente, une colline, d'accord ? Vous avez les pieds qui gonflent. Quand on met le doigt, ça reste toute la journée. Ça, c'est des signes. Ou bien, vous prenez anormalement du poids. Voilà, avec des fois l'abdomen qui prend du volume. Vous voyez que votre ventre prend du volume. Ça, ce sont des signes que, attention, vous êtes probablement en train de rentrer dans l'insuffisance cardiaque. Chaque année dans le monde, 10 millions de décès sont attribuables à l'hypertension artérielle. Docteur Yekini, nous venons de voir à travers ce reportage les causes de l'hypertension, à savoir le surpoids, la sédentarité, la consommation d'alcool et du tabac. En dehors de ces causes, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être à l'origine de l'hypertension artérielle? Ce que je disais, nous avons ce qu'on ne peut pas contrôler, d'accord, qui est les facteurs non modifiables. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a l'âge. Chez l'homme, à partir d'un certain âge, on est sujet à développer une maladie cardiovasculaire. Je dirais par exemple l'âge de 50 à 55 ans. C'est un âge qui, chez l'homme, on se dit qu'on s'attend à avoir une hypertension artérielle ou à faire un événement cardiovasculaire. Il y a le caractère héréditaire. Héréditaire, j'entends par là une personne qui a eu un papa ou une maman qui a développé ou qui a fait de l'hypertension artérielle à l'âge jeune. À l'âge jeune, c'est avant 50-55 ans chez l'homme et chez la femme, je dirais 60 ans. Donc, si ce patient a eu son papa qui a fait un AVC à l'âge de 40 ans, 45 ans, ou la maman qui a fait un AVC ou a développé une insuffisance cardiaque, une pathologie cardiovasculaire, à l'âge, par exemple, de 40 ans. Donc, avant l'âge qui est prédéfini pour développer, pour être sujet à faire un événement cardiovasculaire, on est susceptible de le faire. Parce qu'il y a ce facteur héréditaire-là, qui n'a peut-être rien à voir avec l'âge avancé. Donc, c'est un parent qui a fait de l'hypertension artérielle à l'âge jeune, donc on va dire 30-35 ans. Alors, docteur, est-ce que l'excès de consommation du sel ou du cube peut être considéré comme une cause qui peut entraîner à l'hypertension? Oui, bien sûr. Vous avez vu dans les reportages, ça a été cité. Pourquoi? Parce que quand on a une surconsommation de sel, on a ce qu'on appelle une rétention hydrosolique. Donc, ça fait appel à une surconsommation d'eau. Et le sel, donc tout ce qu'il y a comme... donc, cette surconsommation de sel-là est à l'origine d'une hyperpression, donc une augmentation du sang, d'une élévation des pressions sanguines dans les artères. C'est pour cela même que on verra plus loin qu'une des mesures qu'on adopte chez nos patients, en plus du traitement, c'est de dire faites attention, il y a une limite par rapport à la consommation sodée de façon journalière. On verra plus tôt. Donc, il ne faut pas dépasser un certain taux de sel dans la journée. Généralement, on fixe ça à 5 grammes. 5 grammes, c'est la petite cuillerée de café. Il ne faut pas dépasser ça. Et ça, c'est pour toute la journée. Donc, c'est un gros facteur. D'accord. Alors, professeur, à quel moment l'hypertension devient dangereuse et quels sont les risques? Alors peut-être on va revenir sur la définition de l'hypertension. L'hypertension, c'est une élévation chronique. Donc nous disons bien chronique, ça veut dire qu'elle perdure, ce n'est pas quelque chose d'aigu à l'intérieur des vaisseaux sanguins. D'accord? Donc lorsque cette élévation perdure, on sait que les vaisseaux sanguins ont pour but d'alimenter l'ensemble des organes. Donc quand vous avez une élévation de la pression au niveau de l'ensemble de ces organes, vous aurez une répercussion sur ces organes. C'est pour ça que vous aurez comme complication
une insuffisance rénale, par exemple au niveau rénal, un accident vasculaire cérébral au niveau cérébral, une insuffisance cardiaque au niveau cardiaque. Donc tout ça, c'est souvent lié à une hypertension artérielle qui est soit méconnue, c'est-à-dire que de nombreux Gabonais ne se savent pas hypertendus, c'est pour ça que nous poussons au dépistage, soit parce qu'elle est connue et qu'elle n'est pas traitée. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on est déclaré hypertendu, dès lors qu'on a dit que c'est chronique, c'est à vie, il s'agit d'un traitement à vie, ou alors ce sont des gens qui ne font pas leur contrôle, qui ne font pas leur consultation régulièrement, ou alors qui arrêtent leur traitement tout simplement. Donc c'est pour ça que nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'un traitement à vie et que lorsque l'hypertension artérielle n'est pas bien traitée, qu'elle devient dangereuse. Ça veut dire que c'est une maladie à laquelle on vit toute la vie. On ne guérit pas de l'hypertension? Non, malheureusement, on ne guérit pas, mais on a la possibilité d'avoir une vie tout à fait normale. Vous avez en face de vous une hypertendue de longue date qui semble en tout cas en bonne santé. Donc oui, on peut vivre de façon tout à fait naturelle en prenant bien ces médicaments, malheureusement à vie, mais ça nous permet justement d'éviter tout ce qui relève des complications. Alors, professeur, mais est-ce que l'hypertension a un impact sur la libido? Je vais sourire parce que c'est une question qui revient assez souvent. Je vous mentirais si je vous dirais non. Alors, le problème est assez particulier, c'est que l'hypertension survient souvent sur des terrains particuliers. On a déjà un certain âge, donc à partir d'un certain âge, on est bien conscient que la libido baisse. L'hypertension elle-même, dès lors qu'elle touche les vaisseaux, peut atteindre l'érection. Donc effectivement, l'hypertension peut donner des complications. Et puis surtout aussi, au niveau de la libido, vous avez les médicaments. Il est reconnu que certains médicaments baissent la libido, mais nous avons tellement de médicaments pour l'hypertension artérielle que si vous avez une baisse de la libido sous traitement, il suffit de revoir votre médecin et puis on change. On a la possibilité de mettre autre chose, donc ça ne doit pas être un frein au traitement de l'hypertension artérielle, le fait d'avoir une baisse de la libido. Docteur Ekini, alors dites-nous quels sont les signes de l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a un lien avec l'hypertension artérielle? D'accord. Merci, Madame Léa. Alors, les signes d'insuffisance cardiaque, c'est l'étouffement, d'accord? L'étouffement, les odeurs des membres inférieurs, les pieds qui prennent du volume, une augmentation du périmètre de l'abdomen et l'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur de l'insuffisance cardiaque. On peut rapidement faire de l'insuffisance cardiaque quand on est hypertendu. Et c'est pour cela que ces patients doivent rapidement consulter dès qu'on a un signe d'hypertension artérielle. Professeur, quand l'insuffisance cardiaque devient chronique, quelle est la thérapie? Est-ce qu'il faut installer un cœur artificiel pour sauver le patient? Oui, c'est vrai que le cœur artificiel fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque, mais il vient vraiment en bout de course. Et vous imaginez bien que la transplantation cardiaque, c'est ça le cœur artificiel, ne se fait pas ici. Mais il faut savoir que avant la transplantation ou le cœur artificiel mécanique, il y a de nombreux médicaments de l'insuffisance cardiaque qui sont mis ici, qu'on peut mettre ici, qui sont bien pris en charge par l'assurance maladie et qui permettent à nos insuffisants cardiaques également d'avoir une vie tout à fait convenable. Donc le cœur artificiel, c'est vraiment l'extrême. Aujourd'hui, il y a des traitements médicamenteux qui donnent également de très très bons résultats. L'infarctus et la cardiopathie ischémique font également partie des maladies cardiovasculaires qui se caractérisent parfois par un certain nombre de douleurs que nous expliquent Ruth Mignonnet et Ulrich Rapona dans ce reportage. La prise en charge des patients souffrant des pathologies cardiovasculaires rythme le quotidien du service cardiovasculaire du centre hospitalier universitaire de Libreville. Les matinées ici sont chargées par un taux élevé de malades. Dans la plupart du temps, pour le patient symptomatique, d'accord, quand il vit en douleur thoracique, toute douleur normalement dans une structure médicale devrait être explorée par ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Donc c'est avec l'association de cette douleur typique, avec les modifications spécifiques qu'on rencontrera au niveau de l'électrocardiogramme, aidé même dans certains cas par certains marqueurs biologiques tels que la troponine, qui vont nous permettre d'asseoir le diagnostic. D'accord. Maintenant, en fonction, puisqu'on est dans la prise en charge, c'est bien ça, en fonction de la durée d'installation des symptômes, il y a des mesures à faire en urgence. Si le délai entre le début de la douleur thoracique et l'arrivée à l'hôpital est court, à moins de 12 heures, il y a certains traitements que localement on peut faire pour essayer
de liser justement l'athérome, le caillot qui s'est formé pour gêner la circulation coronaire. Le va-et-vient entre le service cardio et l'unité de soins intensifs de cardiologie, la Major, s'imprègne de l'état de certains malades internés. Oui, c'est notre patient qui a été qu'on a admis hier soir, qui est venu pour une fibrillation atriale. Et là, nous avons le scope qui présente le rythme cardiaque. Donc, quand vous voyez la fréquence cardiaque qui est à ce niveau, c'est que le patient est tachycarde. Donc, son cœur va très vite. Il dépasse la normale. Et quand c'est bas, il est bradycarde. Donc, ça ralentit. Mais là, il est tachycarde et tout. Ici, les pathologies diffèrent d'un patient à un autre. Le temps d'une consultation, le médecin explique les causes de l'infarctus. L'infarctus fait partie de ce que nous on appelle les syndromes coronariens aigus. D'accord ? On a le cœur en tant qu'organe qui normalement est censé être la pompe. Donc de par le cœur, via certains tuyaux, tout le sang dans l'organisme est distribué. Mais le cœur en tant que muscle lui aussi a besoin de recevoir du sang, d'accord, pour pouvoir se nourrir. Et bien justement, l'infarctus ou les syndromes coronariens aigus seront toutes les pathologies qui vont se manifester par une diminution justement de l'apport sanguin au cœur en tant que muscle. Nous, on a développé ce qu'on appelle des facteurs de risque. Donc, quels sont donc les facteurs qui peuvent concourir au développement d'un infarctus? Ce sont ce que nous on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, quels sont-elles? C'est l'hypertension artérielle, d'accord, c'est le diabète, c'est le tabagisme, c'est l'obésité, c'est la dyslipidémie, donc le dysfonctionnement, si vous voulez, de la graisse dans le sang, et la sédentarité. Donc en gros, en fonction du profil, en fonction du cumul de ces facteurs de risque, d'accord, tout patient peut être amené à développer ce qu'on appelle des plaques d'athérome et qui vont justement limiter la perfusion de sang à travers les artères coronaires qui permettent justement de nourrir le cœur en tant qu'organe. Au fil des échanges, une autre pathologie se dévoile à nous, la cardio-ischémique. J'aimerais mettre l'accent sur une cardiopathie qu'on appelle la cardiopathie ischémique, qui touche en fait les artères nourricières du cœur et qui touche donc le cœur lui-même en tant qu'organe. Parce que le cœur fonctionne pour les autres, il pompe le sang pour les autres, mais lui-même il est nourri. Et quand ces artères nourricières sont bouchées, on a ce qu'on appelle la cardiopathie ischémique, c'est l'infarctus du myocarde que tout le monde connaît, la fameuse crise cardiaque. Donc, pendant longtemps, on a pensé que c'était une maladie de l'Occident et que ça ne touchait pas les Africains. Mais une étude dans le service a montré que c'est en évolution exponentielle depuis ces 10 dernières années. 24 heures sur 24, des cas les plus simples aux cas les plus complexes, plusieurs patients sont traités ici dans ce service de cardiologie. Docteur Yekini, quels sont les signes avant-coureurs de l'infarctus? Alors, les signes avant-coureurs de l'infarctus du myocarde, c'est un qui est majeur, c'est la douleur thoracique. D'accord? Et cette douleur, elle répond à des caractéristiques bien précises. C'est un patient qui décrit une douleur sur le plat, donc décrit par le plat de la main, au niveau du thorax. Et cette douleur-là, elle est vive, intense. Et cette douleur peut irradier au niveau des membres supérieurs ou de la mâchoire. Et immédiatement, quand on a ce symptôme et qu'on se sent hypertendu ou diabétique, il faut rapidement consulter dans les brefs délais. Parce que le délai, c'est-à-dire le temps entre le début de la douleur et la prise en charge à l'hôpital, peut améliorer les choses. Vous allez voir ça plus loin, que plus on consulte tôt et plus on a un traitement agressif qui permet de déboucher le caillot, qui permet de déboucher l'artère, parce que l'infarctus du myocarde, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un caillot de sang qui obstrue une artère du cœur. Donc il faut lever cette obstruction-là et des fois on a un traitement, aujourd'hui on a des traitements qui permettent de le faire. Donc un des signes majeurs, c'est la douleur thoracique. Professeur, est-ce que l'infarctus du myocarde touche uniquement le cœur? Oui, par définition, l'infarctus, d'accord, c'est l'obstruction des artères du cœur. Donc oui, quand on parle d'infarctus du myocarde, c'est le cœur. Le myocarde, c'est le muscle du cœur. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres membres qui sont touchés par cette pathologie? Si, l'infarctus, en fait, c'est juste quand vous avez une artère qui est bouchée. Donc vous avez l'infarctus du myocarde, qui est ce dont vous parlez. Vous pouvez avoir un infarctus du rein,
c'est-à-dire une obstruction de l'artère du rein, et dans ce cas, vous avez une insuffisance rénale. Vous pouvez avoir également une ischémie au niveau des artères des pieds, par exemple, si vous obstruez une artère du pied. Donc, tout est fonction finalement de l'artère qui va être bouchée. Alors, mais lorsqu'on parle de crise cardiaque, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il y a une relation avec l'infarctus? Oui, bon, crise cardiaque, c'est un peu, on va dire, c'est le mot un peu de tous les jours. Hein. Crise cardiaque, très souvent, la crise cardiaque, ça sous-entend l'infarctus dont on vient de parler. Mais en vérité, derrière, il y a également les morts subites. Hein. Donc, c'est des gens qui apparemment n'avaient rien et qui font une mort brutale. Derrière ça, il peut y avoir un infarctus, il peut y avoir d'autres pathologies de type embolie pulmonaire dont on va parler tout à l'heure. Il peut y avoir d'autres pathologies cardiaques, mais généralement, lorsqu'on parle de crise cardiaque, ça sous-entend effectivement cet infarctus. Docteur Yekini, comment détecter une cardiopathie ischémique et c'est dû à quoi? La cardiopathie ischémique, on l'a dit tout à l'heure, c'est une complication de l'infarctus du myocarde, qui est une obstruction d'une artère du cœur. Et quand elle n'est pas rapidement prise en charge, donc consultée rapidement dans les délais, ce patient peut évoluer vers, cet infarctus du myocarde peut évoluer vers une insuffisance cardiaque qui est donc la cardiopathie ischémique. Professeur, est-ce qu'il est possible d'éviter justement la cardiopathie ischémique? Comment on peut l'éviter? Éviter la cardiopathie ischémique, c'est traiter l'infarctus rapidement. D'accord? Traiter l'infarctus rapidement, on l'a dit, donc c'est consulter rapidement en cas de douleur thoracique à gauche, intense, qui irradie vers la mâchoire et le bras gauche. Il faut consulter rapidement. C'est quand on fait un infarctus, nous avons la possibilité, grâce à ce qu'on appelle la thrombolyse, de déboucher l'artère rapidement. Et lorsque vous avez débouché l'artère rapidement, il n'y a pas de souffrance cardiaque, donc ça vous évite d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Maintenant, éviter, c'est carrément, mais également éviter l'infarctus, c'est lutter contre ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire dont on parle depuis tout à l'heure. C'est bien traiter son hypertension, contrôler son diabète, maigrir, lutter contre l'excès de cholestérol, soit par le régime, soit par les médicaments, ne pas fumer, hein, le tabagisme, on a dit, facteur de risque cardiovasculaire majeur, surtout chez nos jeunes qui fument de plus en plus. Autre pathologie dans votre émission Sentez-vous bien, consacrée aux maladies cardiovasculaires, l'embolie pulmonaire. De quoi est-ce qu'il est question? Bienvenue Nelkam et Chris Rodolphe Lemona nous présentent cette maladie. Regardons ensemble. L'embolie pulmonaire, maladie très peu connue, considérée pourtant comme l'une des urgences les plus courantes dans les services d'urgence et dont le diagnostic dépend de la rapidité et de l'efficacité de la prise en charge. Cette pathologie constitue un problème grave de santé. Ce qu'on fait ici, quand le malade arrive, on doit fluidifier ce sang-là. Parce que si le sang revient, ça peut aller se loger au cerveau ou au cœur et c'est des dégâts après. Les causes de l'embolie pulmonaire, déjà, quand vous ne faites pas trop de mouvements, s'il faudrait qu'elle reste seulement assise longtemps, ça peut causer de l'embolie. C'est le manque de sport, manque d'activité. Cette maladie veineuse touche le cœur avec des facteurs de risque qui peuvent causer des dommages au niveau des poumons. L'embolie pulmonaire, elle fait partie de ce qu'on appelle les maladies veineuses thromboemboliques. Donc, qu'est-ce que c'est? Le cœur est divisé en deux parties. On a le cœur gauche justement qui envoie les artères riches en oxygène dont on parlait par rapport à l'infarctus du myocarde, et puis on a le cœur droit qui justement reçoit le sang désoxygéné pour l'envoyer dans les poumons pour le réoxygéner. Mais l'embolie pulmonaire, ce sera tout simplement lorsqu'on aura la formation d'un caillot, que ce soit directement au niveau des poumons ou ailleurs, en périphérie, comme notamment dans les jambes, dans les thromboses veineuses des membres inférieurs. Et chaque fois qu'on aura une obstruction d'une artère pulmonaire par un caillot, d'accord, ça va se manifester par la maladie qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Le traitement de l'embolie pulmonaire dépend de sa gravité et de l'état du patient. C'est pourquoi il est toujours nécessaire de consulter. Docteur Yekini, comment se développe une embolie pulmonaire? Alors, l'embolie pulmonaire est une obstruction donc, par un caillot de sang au niveau du poumon. Et ce caillot de sang peut partir des veines des membres inférieurs, d'accord, et va migrer, aller jusqu'au niveau du poumon.
Ces patients, généralement, vont se plaindre d'une grosse jambe qui est douloureuse et qui est chaude, d'accord, et qui peut être témoin d'une obstruction, donc d'un caillot de sang dans ces veines-là. Et quel est le signe de l'embolie pulmonaire? C'est la douleur vive au niveau de la poitrine, l'essoufflement. Les facteurs de risque, on parle de facteurs de risque de la maladie thromboembolique, donc de l'embolie pulmonaire. Vous avez la sédentarité, vous avez l'obésité, à rythme prolongé. Quand on est inactif, on est tout le temps allongé. Donc, ce sont des facteurs de risque qui prédisposent à faire une embolie pulmonaire. On a également les facteurs génétiques, d'accord? Les sujets qui, dans leur constitution, sont sujets à faire une embolie pulmonaire. Depuis 3 à 4 ans maintenant, on a fait ce qu'on appelle la vaccine à Covid. Donc, aujourd'hui, le Covid est un facteur de risque pour développer une embolie pulmonaire. C'est une cause infectieuse. Donc, les patients qui ont fait un Covid peuvent faire une embolie pulmonaire. Alors, professeur, quel est donc le traitement de l'embolie pulmonaire? Est-ce qu'en cas de complications, il y a risque d'aboutir à une opération? Alors, on a parlé justement dans la formation de l'embolie pulmonaire, on a parlé d'un caillot. Donc, qui dit caillot dit du sang qui est, on va dire, coagulé, d'accord? Donc, le traitement, c'est de mettre des anticoagulants. Donc, ce sont des médicaments qui fluidifient le sang. Donc, c'est le traitement de base de l'embolie pulmonaire. Donc, c'est des anticoagulants. Après, les médecins détermineront la durée de traitement de l'embolie pulmonaire. Maintenant, effectivement, il existe des situations un peu rares dans lesquelles, justement, soit le malade a été pris en charge tardivement. Dans ce cas, le caillot persiste au niveau de l'artère pulmonaire. Effectivement, il arrive des situations dans lesquelles on est obligé de faire une chirurgie dans laquelle on va aller retirer ce caillot des poumons, qui malheureusement ne se fait pas à Libreville. Allons-y maintenant découvrir comment les patients sont reçus au service de cardiologie du CHUL. À travers une patiente particulière, Léa Virginie Atton, le temps d'une immersion s'est fait consulter en présence de Ulrich Raponda qui était juste derrière la caméra. Découvrons ensemble cette immersion. Alors Léa Bifane, j'arrive comme ça au service de cardiologie pour prendre ma tension. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? On offre les bandages. Atsam qu'on va recevoir tout de suite dans ce plateau pour qu'elle nous fasse vivre et nous raconter les réalités dans ce service de cardiologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville. Alors, je vais donc me lever pour recevoir Léa Virginie Atsam. J'ai envie de dire homonyme. Oh, bonjour homonyme. Et si. Bonsoir. Homonyme, bonsoir. Comment ça va? Très bien, très bien. Après cette belle immersion, bien. On va s'installer. Merci. Comment vous avez vécu cette consultation en pleine immersion au service cardio? Le professeur qui est le chef de service est avec nous. Le docteur Yekini également. Alors, dites tout. Alors, je me suis joué les détectives le temps d'une journée au service de cardiologie du CHUL, donc au service de cardiologie, un service où on s'occupe des pathologies touchant le cœur. Et c'est avec le cœur en joie que je peux vous rassurer que c'est un service qui fonctionne normalement. Et d'ailleurs, je vais mettre un pouce, Léa Bifane, comme ça, parce qu'au service d'accueil, il n'y avait pas de longue file d'attente. Je m'attendais à voir des malades, des patients qui patientent et tout, qui sont là nombreux. Il n'y avait pas, pour ce jour en tout cas, je ne sais pas pour les autres jours, mais quand je suis arrivée, on était reçus automatiquement. Et moi, je suis arrivée avec des préoccupations, avec des interrogations. Les médecins spécialistes ont répondu à ces différentes préoccupations. Je suis arrivée avec le cœur qui battait vite, vite, vite. Ce n'était pas une crise d'angoisse, je vous rassure, mais c'est parce que je ne pratique pas des activités physiques, je vous le dis, tout le temps. Et donc après plusieurs 2, 3, 4 marches d'escalier, on se sent essoufflé. J'ai profité, on m'a pris l'attention et tout, et Dieu merci, ça va, j'ai pas eu des signes d'insuffisance cardiaque, en tout cas. Mais là, j'en profite pour vous poser justement une question. Si je n'étais pas au service de cardiologie, j'étais ailleurs. Je marchais par exemple, ou j'étais dans un autre immeuble et j'avais le cœur qui battait très 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 vite comme ça. Quelles sont les techniques pour calmer le cœur? Qu'est-ce qu'on peut faire si vous devez conseiller un téléspectateur? Si on se retrouve à avoir peut-être une crise d'angoisse, une nouvelle arrive au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment? Comment est-ce qu'on peut réagir pour calmer le cœur? Parce que là, j'étais au service de cardiologie, après les marches d'escalier, on a pris l'attention et on m'a rassuré. Si j'étais hors de ce service,
on se retrouve peut-être dans un véhicule ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer son cœur à ce moment? D'accord, je vais déjà commencer par vous dire merci pour ce retour positif sur le service. Nous essayons de faire de notre mieux et à partir déjà de votre expérience, je pense que nous essaierons de faire encore mieux. Maintenant, ceci dit, si vous avez une impression d'avoir, c'est ce qu'on appelle des palpitations finalement, l'impression d'avoir le cœur qui s'accélère, j'ai envie de vous dire avant tout ne pas paniquer, se calmer, parce que très souvent, vous avez dit vous-même que très souvent c'est une crise d'angoisse. Vous vous calmez. Si jamais vous êtes en train de faire un effort, surtout, il faut arrêter de faire cet effort. Donc, si vous êtes en train de marcher des marches d'escalier, courir, conduire, il vaut mieux se garer, d'accord? Il vaut mieux se garer, attendre que ça passe. Et si jamais ça ne passe pas, se faire accompagner vers une structure médicale, peu importe, d'accord? Il n'y a pas de cardiologues partout, mais rassurez-vous, même un médecin généraliste peut déjà commencer la prise en charge, vous rassurer, prendre vos tensions, faire un électrocardiogramme. Il y a vraiment des gestes de base que toute structure médicale peut emmener à faire déjà pour vous rassurer. Et si jamais c'est une véritable urgence cardiologique, on vous enverra vers le cardiologue. Et alors, professeur, après, il y en a qui utilisent des recettes de grand-mère, comme on dit, boire de l'eau, se piquer, essayer de toucher le cœur. Est-ce que tout ceci rentre mettre les glaçons, voilà, dans votre jargon au niveau de la médecine? Est-ce que c'est conseillé d'utiliser ces recettes de grand-mère? Malheureusement, c'est pas conseillé, tout simplement déjà parce que ça fait perdre en termes de délai de prise en charge. Vous savez que pour un infarctus, on a un délai de 6 heures pour pouvoir déboucher l'artère. Dans l'embolie pulmonaire également, plus vous consultez tôt, mieux c'est. Donc, ce qui fait que ces recettes de grand-mère qui sont appliquées retardent la prise en charge hospitalière. Donc, j'ai envie de dire non, consultez. Consulter, on n'a pas la preuve que ces recettes de grand-mère marchent, même si elles nous ont été transmises. Mais aujourd'hui, en tant que cardiologue, j'ai l'obligation de vous dire, il vaut mieux consulter. Et là-bas aussi, homonyme, Léa, on m'a interrogé sur mes habitudes de vie, est-ce que je fume et tout ça. Et si les facteurs de risque étaient nombreux, les examens allaient être poussés. Mais comme je ne fume pas, donc on m'a pas fait d'autres examens en fait, on m'a rassuré après la prise de tension. Ça veut dire s'il y avait plusieurs facteurs de risque, on allait me faire des examens plus poussés. Donc, et il y avait la salle à côté également, où j'ai fait un tour, il y avait une dame hospitalisée qui était malade. Et vraiment, j'ai apprécié également, c'est pas pour vous flatter, la prise en charge. Les médecins spécialistes passent beaucoup de temps avec les patients et expliquent la maladie. Donc, lorsqu'on échangeait avec la dame, c'était facile. Elle savait de quoi elle souffrait, elle savait les risques, ce qui l'a amené à avoir aujourd'hui la maladie, les habitudes à ne plus avoir pour justement prolonger, on va dire quoi, pour ne pas avoir des complications à la longue. Donc, vraiment, j'ai beaucoup apprécié la journée dans ce service et je conseille aux Gabonais, à ceux qui ont peur, qui se disent quand on va arriver, parce qu'on a souvent peur de tomber malade au Gabon. Hein. On se dit on va arriver là-bas, on va traîner, on va passer beaucoup de temps, est-ce que on va bien s'occuper de nous, on sera mal reçu, alors que le cœur, il faut en prendre soin, c'est un organe très 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 important. Prenons soin de notre cœur, venez au service de cardiologie du CHUL, vraiment on va bien vous recevoir. C'est pas parce que je suis journaliste, quand je suis arrivée, on ne s'attendait pas à ce que je fasse une immersion. Mais dès que je suis arrivée, on m'a reçue. J'avais des interrogations, j'avais des préoccupations. Les médecins spécialistes m'ont très 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 bien reçue. Mais vraiment, félicitations pour ça. D'accord, on va revenir à notre thème, Léa, les maladies cardiovasculaires. Docteur Yekini, je me tourne vers vous. Est-ce que les maladies cardiovasculaires sont génétiques? Est-ce que c'est dû au gène parce que j'ai un parent qui souffre de la tension et puis moi, en retour également, je peux me retrouver hypertendu? Oui, il y a un facteur génétique. Vous voyez tout à l'heure la première parole, là, on nous a dit qu'il y a les facteurs modifiables et non modifiables. Non modifiables, c'est qu'on ne peut pas contrôler ça. Alors, c'est quoi? C'est quand on a un parent qui a fait à un âge plus jeune un AVC, par exemple, ou a fait une hypertension artérielle, ou a fait une maladie, une insuffisance rénale. À partir d'un certain âge, nous, quand on appelle l'âge du facteur de risque cardiovasculaire, chez l'homme, c'est 50 à 55 ans. Chez la femme, c'est à partir de 60 ans qu'on fait un événement cardiovasculaire. Donc, si vous avez eu un papa ou une maman
qui a fait un événement cardiovasculaire, donc un AVC, ou une hypertension artérielle avant 60 ans chez la femme, ou 55 ans, 50 ans chez l'homme, on peut faire, c'est là où on parle de facteurs génétiques, on peut faire, donc le fils ou la fille peut faire une hypertension artérielle plus tôt qu'à un âge qu'on dira, parce qu'on a un âge avancé qui est de 50 ans chez l'homme, 60 chez la femme. D'accord. C'est ce facteur, c'est ce qu'on appelle le facteur de risque non modifiable. Parce qu'on a eu un papa ou une maman qui a fait de l'hypertension artérielle à un âge plus jeune. Tiens un tout petit peu, hein. C'est une question qu'on m'a posée comme ça. Est-ce que le fait d'avoir des relations sexuelles tout le temps peut, même si on ne pratique pas une activité physique, peut combler justement? Est-ce qu'on est à l'abri des maladies cardiovasculaires si on a des activités des activités physiques, le sport dont on recommande? Malheureusement, je vais vous dire non. Ce n'est pas vraiment ça l'activité physique, bien que ce soit un effort. C'est considéré comme un effort. La preuve, on peut faire un malaise cardiaque pendant une activité sexuelle. Ça prouve que c'est un effort. Mais ça ne fait pas partie de l'activité physique qui est conseillée. L'activité physique, c'est une activité soutenue pendant 30 minutes dans laquelle on transpire, on sollicite son cœur et ses poumons. Et voilà, c'est de la marche, c'est du vélo, c'est de la natation, etc. Mais bon, on sait très bien que les relations sexuelles font partie du bien-être. Le bien-être qui, évidemment, diminue également le risque de maladies cardiovasculaires. À présent, la rubrique questions du public. Professeur, le principe de cette rubrique est tel que ce sont les téléspectateurs qui vous posent des questions et vous répondez à leurs préoccupations. Cette semaine, nous avons 3 téléspectateurs qui ont tenu à vous soumettre leurs préoccupations. Et la première question nous vient de Noël. Bonsoir docteur, c'est Noël. Lors de la Covid, on a découvert une nouvelle maladie, l'embolie pulmonaire, mais apparemment elle n'est pas connue du grand public. C'est dû à quoi? Professeur, une réponse pour Noël qui a besoin d'avoir plus d'explications sur l'embolie pulmonaire? Alors non, l'embolie pulmonaire n'est pas une nouvelle maladie. C'est juste que l'infection à Covid-19 fait partie des pathologies, des infections qui prédisposent à la survenue d'une embolie pulmonaire. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens, pendant la pandémie à Covid-19, en vérité, sont morts d'embolie pulmonaire. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus qu'avant la pandémie à Covid-19. Ce n'est pas une nouvelle pathologie, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc pour faire simple, c'est des gens qui ont été alités pour des raisons médicales, pour une hospitalisation classique, soit parce qu'ils ont été opérés, ou alors ils ont eu un plâtre, ou alors il y a une prédisposition génétique. C'est tous ces facteurs de risque qui favorisent la survenue d'embolie pulmonaire, et il y a la Covid-19 également. J'aimerais savoir pourquoi la plupart des gens actuellement souffrent des maladies cardiovasculaires. Docteur Yekeni, alors, cette question vous est posée, hein, une réponse? Oui, bien sûr, mais actuellement, il y a une flambée des facteurs de risque cardiovasculaires. On parle de facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, vous avez aujourd'hui les sujets jeunes. Le tabagisme a une participation importante dans ces facteurs de risque cardiovasculaires. Le diabète, l'hypertension artérielle. On a des sujets de plus en plus jeunes qui font de l'hypertension artérielle, vous voyez. Et actuellement, même des femmes. On a une flambée des femmes qui ont maintenant une additif au tabagisme. Vous voyez, c'est pour cela que... Et c'est pas seulement ça, même à l'âge jeune. C'est des sujets jeunes qui font maintenant, qui développent rapidement ces maladies cardiovasculaires parce que les habitudes alimentaires, le tabagisme qui est un point important, l'inversion de la femme aujourd'hui qui a un geste facile au tabac. C'est pour ça qu'actuellement, on a une flambée importante des facteurs de risque cardiovasculaire. Allons-y maintenant suivre la dernière question de cette rubrique consacrée aux questions du public. Bonjour docteur, est-ce que l'hypertension a un lien avec l'AVC? Si vous pouvez nous édifier un tout petit peu. Professeur, est-ce que l'hypertension a un lien avec l'AVC? C'est la question de notre téléspectateur. Oui, c'est clairement démontré. L'hypertension artérielle est même la première cause d'AVC.
Maintenant, pour vous rassurer, pour vous expliquer, ce sont des hypertensions artérielles qui sont méconnues. Ça veut dire que le patient ne se sait pas hypertendu, d'où l'intérêt du dépistage. Ou alors, il est hypertendu, mais il n'est pas bien traité, il ne prend pas bien ses médicaments. Ou alors, il n'est pas bien contrôlé, il ne fait pas bien. C'est une consultation de routine. Donc, pour éviter l'accident vasculaire cérébral, il faut contrôler l'hypertension artérielle. Et je me répète, le traitement est malheureusement à vie. Alors, moi, j'ai une préoccupation par rapport à la ménopause. C'est également un facteur de risque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cela? Quand on est jeune, il y a un déséquilibre entre l'homme et la femme. L'homme fait plus de maladies cardiovasculaires parce que la femme est protégée par les hormones. Et au moment de la ménopause, il y a une chute des hormones qui fait que finalement la femme rattrape l'homme et donc retrouve le risque de maladies cardiovasculaires identiques à l'homme. C'est pour ça qu'on dit que la ménopause prédispose aux maladies cardiovasculaires. Est-ce que ça veut dire que la femme est plus exposée aux maladies cardiovasculaires que l'homme? On va dire que ça s'équilibre, mais effectivement, de plus en plus, la tendance est que la femme commence à dépasser les hommes pour des raisons très simples. La femme est de plus en plus obèse. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les critères de beauté, il y a l'obésité, malheureusement. Nos enfants sont de plus en plus obèses, les filles sont de plus en plus obèses. La femme prend la pilule. On n'a pas beaucoup parlé de la pilule, mais il faut savoir que la pilule fait partie également du risque cardiovasculaire. Donc tout ça fait qu'effectivement, la femme aujourd'hui tend à dépasser l'homme dans le risque cardiovasculaire. La femme qui était active devient également sédentaire. Nous avions des femmes qui travaillaient beaucoup. Aujourd'hui, elles deviennent des administratives comme les hommes. Donc vous voyez qu'effectivement, les choses sont en train un petit peu de changer dans la relation entre l'homme et la femme devant les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, les femmes et les jeunes sont plus exposés aux maladies cardiovasculaires que les hommes. Absolument. Place aux conseils pratiques de votre émission de santé. Professeur, nous avons parlé tout au long de ce numéro des maladies cardiovasculaires. Quels sont les conseils que vous pouvez procurer aux téléspectateurs qui vous suivent pour éviter les maladies cardiovasculaires? Alors, on a parlé des facteurs de risque. Pour faire simple, c'est déjà l'hygiène de vie. Avoir une bonne hygiène de vie, lutter contre le stress. On n'a pas parlé du stress, mais il y a tellement de facteurs de risque cardiovasculaire. C'est lutter contre le stress, d'accord, ce qui n'est pas toujours évident. Lutter contre l'obésité. Donc, pour lutter contre l'obésité, c'est faire du sport, c'est avoir une alimentation équilibrée. On dit de manger peu gras, peu sucré, peu salé. C'est consulter une fois qu'on a un facteur de risque, on est hypertendu, diabétique ou peu importe le facteur de risque qui a été dépisté, il faut le prendre en charge sérieusement. Donc c'est l'ensemble de ces petites choses qui vont faire en sorte qu'on diminue son risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Docteur Yekini, vous avez également un conseil à donner pour éviter les maladies cardiovasculaires? Plutôt, j'ai besoin de conseils par contre par rapport à des personnes qui font des jeûnes, que ce soit des personnes musulmanes pendant la période de Ramadan ou encore des chrétiens qui pratiquent à chaque fois des jeûnes. Est-ce qu'il y a des risques aussi dans ce sens? Ouais, moi-même également, je jeûne, je suis musulmane, mais effectivement, il y a des risques. Pourquoi? Parce qu'il y a une inversion. C'est-à-dire que ces sujets-là, ils restent à jeun toute la journée. Et finalement, à 20h, 21h, ben, c'est des gros plats, c'est du sucré, c'est du salé. Et on mange jusqu'à une certaine heure, donc très tard, jusqu'à 23h. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. Donc, on prend du poids. Contrairement à la période de jeûne, on se dit qu'on va perdre du poids, mais c'est le contraire parce qu'on mange à une mauvaise période. Et ce qu'il faut faire, c'est vrai qu'on mange le matin à 4h, 5h, mais après, on mange le soir. C'est le repas du soir qui est lourd et qui fait en sorte que ces sujets-là se retrouvent avec un surpoids. Et après, on s'attend même à avoir des patients qui sont diabétiques au décours d'une période de jeûne. Donc, c'est manger moins. C'est manger moins. Il faut avoir un repas plutôt équilibré. Il ne faut pas chercher à remplir, il ne faut pas chercher à compenser la journée. Pas un repas lourd le soir. Au contraire, on mange équilibré, mais des petites quantités. Et on doit suivre un traitement lorsqu'on on est déjà malade. C'est une maladie incurable. Toute la vie, on prend des médicaments chaque mois. C'est bien ça? Bien ça. Lorsqu'on souffre d'insuffisance cardiaque. Absolument. Et si on fait 2 mois, 3 mois sans prendre de médicaments, est-ce qu'il y a des conséquences? Quelles sont les conséquences? Malheureusement, c'est d'aggraver sa maladie. Et quand on aggrave sa maladie, inexorablement, on évolue vers le risque de décéder. Nous avons quand même l'avantage d'être bien accompagnés par la CNAMGS au Gabon. Donc, c'est un avantage qui permet quand même de réduire les coûts des médicaments. Maintenant, lorsqu'un médicament en rupture, il faut consulter parce qu'on peut substituer. C'est pas
tout le même genre de médicaments qui est en rupture. Généralement, il y a au moins un équivalent. Donc, généralement, ce qu'on recommande aux patients, c'est au moins une semaine, lorsque vous voyez que votre boîte commence à diminuer, vous consultez de façon à renouveler votre ordonnance. Et si jamais il y a rupture sur un médicament, on le substitue par un équivalent tout simplement. Alors, pour les enfants qui ont des parents qui souffrent de ces pathologies-là, des conseils par exemple, si on a une maman qui souffre, quelle attitude avoir? Forcément, il y a des changements à la maison. Elle doit peut-être faire des tâches ménagères comme auparavant. Par exemple, si c'est la grand-mère, confie à chaque fois les petits-fils. Quels sont les conseils à donner à ces enfants-là qui ont des parents qui souffrent des insuffisances? C'est de comprendre les parents. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour la maladie. C'est valable pour les parents, c'est valable pour les enfants. Il faut accompagner la personne malade. Et c'est très important justement l'accompagnement de la personne malade, quel que soit son âge. Il faut accompagner parce que ce n'est pas facile. Effectivement, lorsque vous avez des patients qui sont insuffisants cardiaques, ils ont besoin d'être bien dans leur peau. Et être bien dans leur peau, c'est être bien entouré par sa famille. Nous retenons tout simplement que pour éviter les maladies cardiovasculaires, il faut avoir une bonne hygiène de vie, pratiquer du sport et voilà. Alors, sentez-vous bien s'achève. Merci au professeur Elsa Ayo Bivigou, chef de service cardiologie et président de la Société gabonaise de cardiologie, et Dr Carole Fadila Yekini, cardiologue spécialisée en pause pacemaker. Et si vous nous parlez de cette spécialisation? Le pose de pacemaker, c'est supplié. Ça permet d'apporter. Vous savez, il y a des sujets qui ont une fréquence cardiaque basse, d'accord? Vous et nous, on a une fréquence cardiaque qui nous permet d'aller à nos activités, de faire du sport, de marcher. Et généralement, on est autour de 80, 70 à 80 cycles par minute. La pose de pacemaker, c'est ce qu'on appelle vulgairement la pile cardiaque, d'accord? C'est ce qu'on met au niveau du cœur qui permet d'avoir une fréquence cardiaque normale. Parce que nous avons des sujets qui ont une fréquence cardiaque qui peut être basse, autour de 30, 40. Et donc, quand on met la pile, quand on met le pacemaker, ça permet d'avoir une fréquence cardiaque plutôt bonne, donc autour de 70. Et ces patients peuvent vaquer à leurs occupations normalement. Actuellement, depuis, je dirais, 2 ans maintenant, on a une activité qui est plutôt suivie, soutenue au niveau du SUL, du service cardiologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville. Et nous mettons ces piles cardiaques, donc ces pacemakers, depuis à peu près 2 ans maintenant. Plus besoin d'aller à l'étranger pour se faire poser une pile au cœur, comme on le dit vulgairement. Le Centre hospitalier universitaire de Libreville a justement cette spécialité. Le CHUL également qui nous permet de réaliser cette émission dans ces installations. Nous remercions toute la direction générale de cette structure hospitalière, également le ministère de la Santé. Sentez-vous bien, c'est fini pour ce soir. On se dit à très bientôt. Léa Virginia Tam, Surtout, prenez soin de votre cœur. À très bientôt. On se dit à très bientôt pour un autre numéro.